rendez-vous de l'information sur les antennes de For You Télévision pour la première partie de ce bulletin d'information. C'est en langue anglaise avec vous, Jix Nabisse. Good day to you. Bon après-midi, Bala. Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us on this time consecrated to information over For You Television. To kick off this first segment, we shall be taking you to the West African nation of Burkina Faso, where several dozen protesters rallied in the West African country's capital on Tuesday as the West African's envoy arrived, as of course on a fact-finding mission following the country's latest coup that took place on September 30. The mission was headed by Guinea-Bissau foreign minister and included the West African mediator for Burkina Faso. In Ouagadougou, demonstrators marched against the Economic Community of West African States, ECOWAS. The regional bloc has witnessed 5 military coups amongst 3 of its member states in little over 2 years. Pressing for a return to constitutional rule in member states led by military governments, the Economic Community of West African States, ECOWAS, adopted a contested method which includes sanctions. We stay in the West African country Burkina Faso, but this time around to answer certain questions. But today we are asking the question of how can peace return to the West African nation? Is there preoccupation of many pundits in the continent after recording 2 military coups in just less than 9 months? Today experts are suggesting, and we take the point with you, Tekewana. September 30 military coup in Burkina Faso has left many tongues wagging within and beyond the African continent. The spokesman for Guinea's military government offered his perspective on the situation. If we want to consider the transition in Burkina and only focus on principles by saying that coups are condemnable and that they must be limited in duration without providing solutions to the causes of the crisis, we take the risk that it occurs again. The Guinean authorities insist that it is important to question the context of each country in order to try to bring appropriate solutions to the problems these nations face. The issue of Burkina is not the same as that of Mali, much less as that of Guinea. Therefore, each country has its own specificities that must be taken into account. Since 2015, the jihadist insurgency spread to Burkina Faso from neighboring Mali. Ousted Colonel Damiba took the reins of the country and promised to restore peace, but once more the insecurity persisted till his last minute in office. The issue of security, territorial integrity and the fight against terrorism are issues that ultimately structure all the crises unfolding in Burkina, and we must provide answers to that. These answers can be supported, amplified, accompanied by the international community, by ECOWAS, to allow the Burkinabe people to return to a normal context. As Burkinabe wait for a return to normal, 2 million are still internally displaced, when others are trapped in localities controlled by terrorists. The new coup leader, Ibrahim Traoré, argued soldiers lacked the basic logistics under Damiba. It remains to be seen if he shall turn around the crisis or he too shall be flushed out of office in another military coup as his predecessor. We move away from military coups. Now we take you to talk climate change in the Democratic Republic of Congo, where climate representatives from across the African continent continue to intensify preparations ahead of COP27 to hold in Egypt come November 2022. They are currently meeting in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo, to finalize proposals to be tabled at the November conference in Sharm el-Sheikh. Tekewana with the rest of that story. There are 40 of them bearing the title as climate representatives from different African countries meeting in the capital city of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo to discuss a common position ahead of COP27 meeting scheduled for November this year in Egypt. Monday, October 3, Congolese Prime Minister Jean-Michel Sama led calls for a surge in funding to stop global warming and fight its impact. I hope that the discussions will include the cases of the leading forces, the result of which has been some European countries returning to the use of polluting energy sources they had previously banned in order to avoid the incalculable consequences of an energy deficit imposed on them by the war in Ukraine. In the same line,
Environment and Sustainable Development Minister of the DRC joined her voice to that of her Prime Minister. Africa is in a dilemma when we are responsible for only 4% of greenhouse gas emissions. What to do in the circumstances? Exploit our resources and feed our children and grandchildren? Or question these resources by letting our children and grandchildren die of hunger? It is hoped Western nations shall not boycott the highly anticipated COP27 coming down to Africa, as calls continue to multiply for Africans to press them to cough out the needed fund to combat the effects of climate change. Likewise, for the African leaders to use the funds should they be given for the purpose it is intended, rather than embezzling as in other cases which they have been noted for. We move away from climate change this time around to talk diplomatic relations between South Africa and the United Kingdom, where South African President Cyril Ramaphosa will next month make a 3-day high-level state visit to the United Kingdom amidst tensions to hold talks with King Charles III. This will be the first since the monarch succeeded his late mother, Queen Elizabeth II, last month. The details are in the following reports. King Charles III will welcome South African President Cyril Ramaphosa to the United Kingdom for 3 days of high-level talks next month, the first such visit since the monarch succeeded his late mother, Queen Elizabeth II, last month. In a statement on Monday, Buckingham Palace announced that Ramaphosa had accepted Charles's invitation for a state visit from November 22nd to November 24. The South African leader will be accompanied by First Lady Sipho Motsepe. South Africa is a member of the Commonwealth, a political association of 56 countries, mostly former British colonies. Ramaphosa's predecessors Nelson Mandela, Thabo Mbeki, and Jacob Zuma, the other presidents of the country, had since its first multi-ethnic elections in April 1994, have also previously made state visits to the United Kingdom. The new monarch had visited South Africa on several occasions since 1997. At Mandela's funeral in 2013, he said the world would be a poorer place without a man who led South Africa's transition from apartheid to multi-ethnic democracy, adding that Mandela was owed an enormous debt of gratitude for his achievements. The visit comes as Ramaphosa faces a huge scandal back at home. Arthur Fraser, the former head of the country's spy agency, has accused the president of kidnapping, bribery, money laundering, concealing a crime in relation to the alleged theft of $4 million in cash found at his Fala Fala game ranch in northern South Africa. The country's parliament has opened investigations into the matter, and Ramaphosa could face an impeachment vote in the coming weeks. Let's now talk health in this newscast, where in South Sudan, health authorities, with help of collaboration from the World Health Organization, have dispatched 3 samples out of 5 unconfirmed cases of Ebola to South Africa for testing. This comes on the wake of rising cases in the eastern country of Uganda. Take a listen to this report. South Sudan's health authorities, in collaboration with the World Health Organization, said they have sent 3 samples out of 5 unconfirmed cases of Ebola to South Africa for testing. The dispatch comes as Uganda continues to battle an outbreak of the deadly disease, which was first reported on September 20 in the Mudenda district. So far, 38 cases have been confirmed in the East African country, with 8 deaths officially reported. Alex Freeman, the head of the World Health Organization Infection Prevention and Control, told the media in Juba that South Sudan had raised the levels of preparedness to detect, isolate and manage suspected Ebola viral diseases cases. Mabioki, the manager for the Public Health Emergency Operations Center, added that 5 suspected cases were detected in the states of Eastern Equatoria, Western Equatoria and Central Equatoria. Despite all these measures, health authorities in July had said an additional $14 million was needed to adequately curb the spread of Ebola in the country, still reeling from war and working desperately to build a more peaceful and prosperous future for its people.
We are now in Cameroon to wrap up this first segment, where a 2D capacity building workshop involving stakeholders in the Ramat project, which is aimed at providing a larger market space in the city of Douala for agricultural product, opened on October 4, 2022. Takewana reports. The city of Douala, as planned by the state, is due to have a network of 200 specialized distribution warehouses scattered throughout the city, with a view of directly supplying a multitude of shops in all the neighborhoods of Douala, from which consumers or managers will be able to acquire their local products at competitive prices lower than imported products. But before this vision comes to reality, it is important for stakeholders involved in the process to draw a comprehensive roadmap in attaining their objective. It is against this backdrop the city mayor, Dr. Roger Mbasandine, is chairing a 2-day workshop at the city hall to enable all the actors propose meaningful ideas that could help the realization of the Ramat project. Biggest project of initiated by the government to change the structures of our economy. The aim of the project is to reinforce the agricultural production and to change the way we are delivering goods in our big cities. It's a challenge, a big challenge, because it can change the structure of our trade, external trade. However, the Mongo division, whose population a majority are farmers, see a silver line in the dark cloud with the coming of this milestone project. The project is really very important because when we are cultivating in the hinterland of Kosamba, we are supposed to come and sell in Douala. So when we are invited here, we are very grateful because we know that we will do everything to improve our production, and the production will be improved. We enable the population to live with what they are cultivating, and we are sure that when we will master the network of distribution, we will be quite sure that the farmers will have something more, and they will be able to produce more, and they will really earn their living by their work. The investment cost of the supply, storage, packaging and distribution system of this project is provisionally estimated at 12 billion francs CFA. The project, according to the stakeholders, will greatly help farmers enjoy the fruits of their labor and create more employment for the youthful population. Ladies and gentlemen, that will be it for the first segment of this news in the English language. The second segment is in the French language with you, Bala. Bon après-midi, une fois de plus. Good day to you, Jix Nabissé. Nous débutons donc du côté du Burkina Faso, où la visite de travail de la délégation de la CEDEAO s'est donc achevée le mardi 4 octobre 2022. C'était du côté de Ouagadougou. Une visite justement qui visait bien sûr à faire le point de Burkina Faso. Faisons le point, ou du moins le compte rendu de cette actualité dans ce reportage. À la suite du changement intervenu à la tête du Burkina Faso le 30 septembre dernier, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en mission d'information au Burkina Faso s'est dit mardi 4 octobre 2022 à Ouagadougou, satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la présidence burkinabé dans un communiqué. L'ancien président du Niger et par ailleurs médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, dans son discours a salué le rôle extrêmement positif que les autorités religieuses et coutumières ont eu pour arriver à une sortie de crise, pour renouer le fil du dialogue. Nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise. Le rôle que ces autorités ont joué pour renouer le fil du dialogue. Ce rôle a été important, ce rôle a été décisif et la délégation de la CEDEAO a tenu à les en féliciter. Au sorti de ces échanges, le médiateur a également fait mention d'un échange franc et fructueux. J'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que
le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous, déjà au mois de juillet, un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina. Entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition qui portent sur la reconquête de territoires hors du contrôle de l'État, première mission. Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique. Je pense que c'est toujours le même contenu sur lequel le travail va se poursuivre avec l'accompagnement et le soutien de la CEDEAO. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiants. Les rencontres se sont tenues à l'aéroport de Ouagadougou où plusieurs dizaines de manifestants affichaient leurs hostilités, brandissant des drapeaux russes et scandant des slogans anti-français et anti-CEDEAO. CEDEAO, ça vous donne une honte. Nous voulons leur dire que le peuple burkinabé est debout. Le peuple burkinabé est debout et ne peut se laisser faire. C'est que le capitaine, les généraux, comme le capitaine patriote et son équipe a fait. C'est la volonté du peuple et nous devons être derrière eux. En fin de semaine dernière, les manifestants qui réclamaient encore le départ de Damiba, accusés d'avoir été protégés par le pays rejeté de l'Afrique qu'est la France, avaient brandi des drapeaux russes, demandant un renforcement de la coopération militaire avec Moscou. L'influence russe ne cesse de s'accroître dans plusieurs pays d'Afrique francophone, particulièrement au Mali et en Centrafrique, dans une coopération gagnant-gagnant. Précisons que le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Et puis toujours au Burkina Faso, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a prononcé des sanctions disciplinaires et même préjudiciaires contre 2 banques implantées au Burkina Faso le 5 août dernier lors de la 129e session du collège de supervision de la commission bancaire. Les banques sont donc accusées du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme donc au pays. Et Mamoto justement dans ce reportage revient pour plus de détails. Lors de la 129e session du collège de supervision, la commission bancaire tenue le 5 août 2022 a publié des sanctions disciplinaires et pécuniaires contre 2 banques implantées au Burkina Faso. En effet, relevant des manquements et infractions à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, constatés lors d'une vérification thématique sur le dispositif auprès de ces 2 banques en novembre 2021. La première institution bancaire incriminée a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de 300 millions de francs CFA au regard des infractions susmentionnées, relevant de la 3e catégorie conformément aux dispositions de l'instruction numéro 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d'application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine à l'encontre des établissements de crédit de l'Union monétaire ouest-africaine. Il a été demandé à la 2e banque, dont l'anonymat a été recommandé, de verser un montant respectif de 151 millions de francs CFA au regard des infractions susmentionnées relevant de la 3e catégorie conformément aux dispositions de l'instruction numéro 006-0100-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d'application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine à l'encontre des établissements de crédit de l'Union monétaire ouest-africaine. Il convient de signaler que la Banque des États d'Afrique de l'Ouest n'a pas divulgué l'identité des banques.
Et puis donc du côté de la Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo, en sa qualité de président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est donc rendu dimanche dernier à Paris où il a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Au sommet des échanges, donc, c'était sur la situation politique du côté du Burkina Faso. Dans ce reportage, nous revenons pour plus de détails. C'est en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest que le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo s'est rendu dimanche à Paris où il a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Au centre des échanges, la situation politique au Burkina Faso. Durant ces échanges, les deux hommes forts d'État ont évoqué le rôle et même l'engagement politique que pourrait jouer l'institution sous-régionale dans cette nouvelle ère politique du Burkina Faso, notamment en ce qui concerne le respect des engagements qui ont été pris par le capitaine Ibrahim Traoré relatifs aux 7 conditions que l'ex-chef d'État burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait posées bien avant de rendre sa démission. En plus des échanges concernant la situation politique au Burkina Faso, les cas du Mali et de la Guinée ont également été évoqués et passés au peigne fin. Rappelons qu'après le dénouement de la crise au Burkina Faso, qui s'était soldée par la démission de l'ex-chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Umaru Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait au fait de rendre public un communiqué dans lequel il saluait l'ingéniosité des différents partis ayant abouti à un tel règlement pacifique du différend. Et puis nous nous rendons à présent du côté de l'Afrique centrale. Nous sommes donc au Cameroun où justement, si on veut d'une transformation structurelle des marchés de production et même d'approvisionnement des marchés urbains, objectif baisser les importations et bien sûr promouvoir la production locale. Et bien le projet REMAN est donc issu de la stratégie nationale de développement 2030, SND30, qui est un outil de Cameroun. Douala justement ville pilote a été choisi par le gouvernement c'était donc au Mineped à Mine d'Evel pour abriter les 2 jours d'atelier. Et justement dans ce reportage, Noirafone revient pour plus de détails. Le Cameroun entend, d'ici 2030, améliorer et accroître l'indice de développement de son produit intérieur brut et atteindre une autosuffisance alimentaire. C'est la raison principale de la tenue à Douala de 2 jours d'atelier de lancement du projet REMAD. Entendez, reconquête du marché de l'alimentation à Douala, la capitale économique ayant été choisie comme ville pilote au regard de son PIB. Le marché de l'alimentation à Douala, projet REMAD, est, je crois, l'un des plus grands challenges que le gouvernement ait engagé pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement 2030 et faire vraiment une transformation structurelle, c'est-à-dire une transformation des structures de production de notre pays. Je crois que l'enjeu ici, c'est bien cela, transformer radicalement les structures de production et d'approvisionnement des marchés urbains. Et Douala a été choisi comme un projet, le centre pilote de ce programme qui fait partie des 30 programmes d'impulsion initiale. Parce que la SND 30 c'est très vaste, donc il y a un certain nombre de programmes qui ont été choisis pour mettre sur les rails la SND 30. L'objectif principal de ce rendez-vous, faire la transformation structurelle de production et d'approvisionnement des marchés urbains. Il est question ici de l'avis du maire de la ville de Nkonsamba d'accorder la place aux agriculteurs en baissant les importations et en promouvant la production locale. Et vous savez que les villes de la périphérie du littoral, en l'occurrence Nkonsamba, offrent beaucoup au marché de l'alimentation à Douala. Vous avez suivi très certainement l'intervention du Minepad. Il est question de l'application du SND30, notamment le 2I, où il est question de la transformation structurelle de notre économie. Nous espérons à travers ce projet avoir de la plus-value pour les populations en termes de transformation des produits de l'alimentation. Il s'agit de quelque chose de très fort pour notre pays parce qu'il est question de baisser les importations et accroître la production locale. Et nous croyons que c'est formidable. Il est question de redonner la place aux agriculteurs, aux seigneurs de la terre. Issu de la stratégie nationale de développement 2030, SND30, le projet de reconquête du marché de l'alimentation à Douala
bénéficie de l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministère de la décentralisation et du développement local et d'autres structures, à l'instar des communes et villes unies du Cameroun et du fonds d'équipement intercommunal. Ce caractère important est qualifié par le maire de la ville de Douala de véritable challenge à relever. Donc c'est vraiment un challenge extrêmement important. Nous ferons tout pour que ce soit un succès. Nous donnons notre promesse au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que ce soit une réussite. Dans les années 1970, le Cameroun se félicitait de son autosuffisance alimentaire. Vivement qu'à travers le projet RUMAD, reconquête du marché de l'alimentation à Douala, le pays atteigne à nouveau cette croissance. Et puis sortons par là, du côté de la République du Congo, plus précisément du côté donc du Palais du Peuple, qui abrite donc depuis quelques jours déjà la pré-COP en prélude à la grande conférence de l'ONU sur le changement climatique de novembre prochain. Eh bien l'Afrique, une fois de plus, entendant profiter de cette plateforme mondiale, ceci pour exiger des pays riches, grands pollueurs qui mettent la main à la poche pour les pertes et même pour les préjudices que subissent les pays pauvres à cause bien sûr du changement climatique. Et dans ce reportage, Koichu revient pour plus de précisions. Un mois avant la tenue de la COP27 en Égypte, la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo abrite depuis le 3 octobre la pré-COP, une réunion préparatoire à la grande conférence annuelle sur le climat et qui permet de faire le point sur les avancées possibles et les blocages à craindre lors de la conférence de l'ONU sur le changement climatique prévue à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022. Une cinquantaine de pays ont pris part à cette pré-COP représentés par leur ministre de l'Environnement ou autres représentants, comme la présence très remarquée de John Kerry, l'envoyé spécial américain pour le climat. Les discussions durant les 2 jours de pré-COP vont porter sur les thèmes de l'adaptation au changement climatique et la question des pertes et préjudices. Espérer que les échanges s'étendront sur les cas de force majeure, suite auxquels certains pays européens sont retournés à l'usage des sources d'énergie polluantes qu'ils avaient préalablement bannies, afin d'éviter à leur peuple les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé notamment la guerre en Ukraine. Les pays riches, en effet, devraient aussi se voir rappeler, comme durant la tenue de la récente Assemblée générale de l'ONU, de respecter leur engagement de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide aux pays en développement pour leur permettre de lutter contre le réchauffement climatique. L'Afrique se trouve dans une situation de dilemme. Alors que nous sommes responsables seulement de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants, ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim? Les pays riches étant souvent les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition sur les antennes de For You Télévision. Je suis Bala pour la version française. And for the English presentation, I have been Jix Nabse. Ladies and gentlemen, do have a great day in company of our programs.